dit, c'est la période la plus meilleure dans la période de la vie de quelqu'un, parce que dans cette période, on fait notre personnalité. C'est cette période où on se forme, et c'est pour cette période qui fait qu'on va former ce qu'on appelle le médecin, l'enseignant et l'homme du Maroc de demain. Donc moi je tiens beaucoup à la vie institutive. Je partage tous les soucis que partagent les étudiants entre eux. Et pour moi, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Je m'excuse du retard parce que j'étais retenu avec M. le ministre de l'enseignement supérieur pour passer en bonjour. D'ailleurs, je suis avec les étudiants. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas rater, c'est le rendez-vous des étudiants. Je peux rater certains sens, mais pas celui des étudiants, parce que j'estime que la raison d'être d'un enseignant, c'est l'étudiant. Son jour n'est rien. Et donc, vous êtes pour nous, vous êtes nos enfants, vous êtes la relève de demain, ça c'est très important, c'est capital, et nous insistons sur ça. Vous êtes les médecins de demain, vous êtes les enseignants de demain, vous êtes les hommes du pays de demain. Et comme vous le savez, notre faculté, il a pratiquement 40 ans d'existence. Et cette faculté de médecine, on nous sommes fiers d'appartenir à notre faculté de médecine, parce que dans cette faculté est formé des élites du pays. Les ministres, les ambassadeurs, tout le monde est transité par cette belle faculté. Et donc nous devons garder cet élan et vous transmettre quand même le message. Nous devons tout faire pour vous préparer un espace d'épanouissement, un espace où vous allez vous former. C'est pour ça que la formation d'étudiants est capitale pour nous, et c'est dans ce sens que nous avons préparé la réforme des études médicales, parce que nous avons fait des études en 2003, 2004, et l'étude qui a été faite par des experts nationaux et internationaux a montré qu'effectivement nous formons un profil inadéquat. C'est-à-dire nous ne formons pas un profil qui va répondre aux besoins de la population. C'est l'intérêt de réformer les études médicales. Mais nous allons réformer les études médicales sur quelle base? Tout d'abord, nous allons déterminer le profil des médecins que nous voulons former. Quel est son profil? Et puis à partir du profil, nous avons déterminé ce qu'on appelle le curriculum, c'est-à-dire le programme, pour parler des méthodes pédagogiques, pour effectivement former un profil qui répond aux besoins de notre société. Et ça, quand même, pour nous, c'est important et c'est capital. C'est pour cela l'intérêt de faire cette réforme des études médicales qui doit tenir compte de notre réalité. Parce que le problème qui se pose dans toutes les réformes, c'est que nous avons des consensus internationaux et nous essayons de les adapter ici au Maroc. Or, il faut essayer à tout prix de faire une réforme, mais qui part de notre réalité. Il faut parler toujours de la réalité, bien entendu, nationale. Et donc, c'est pour cela que nous avons quand même fait cette réforme, et pour moi, c'est un réel plaisir parmi vous pour partager, tout en sachant que c'est des choses qui sont encore au secret. Mais comme avec vous les étudiants, je vais être clair, je vais vous donner les grandes lignes de la réforme des études médicales, et vous allez le constater, il y a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'objectifs dans cette réforme médicale, parce qu'il va vous préparer pour mieux vous former, il va effectivement vous permettre aux étudiants comme de gagner du temps de leur formation. Parce qu'actuellement, l'étude que nous avons fait pour former un médecin, ça nous demande au moins un moyen de 8 ans et demi. C'était pratiquement 9 ans. Il faut attendre le concours de résidanat, on l'ouvre pas pour préparer la spécialité, ça vous donne 2 ans. Donc ça vous fait 10 ans. 10 ans pour faire votre formation, spécialité, il vous faut 4-5 ans en fonction de la spécialité. Donc vous allez être formé en tant que spécialiste au bout de 14-16 ans. Alors que maintenant, avec cette réforme des études médicales, vous allez pouvoir préparer votre spécialité à partir de la 6e année. Donc à partir de la 6e année, vous aurez... Et donc nous avons constaté, et ça on va essayer d'expliquer au cours de notre CICT. Voilà. Alors, où est-ce Alors la réforme des études médicales, quand je l'ai fait, c'est un parcours pour nous du combattant. C'est un parcours de combattant parce que vous allez voir, d'après l'historique, que d'abord, il a débuté en septembre 2005. Nous avons été annoncé, enfin, M. le ministre avait lancé à l'époque
la réflexion sur la réforme des études médicales qui était basée sur l'étude qui était faite par Charles Bollen. Charles Bollen, c'est un Suisse pédagogue qui est pratiquement spécialiste dans la réforme des études médicales à l'échelle mondiale. Et donc on a lancé, à partir de 2005, sous l'égide de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, sous l'égide de M. le ministre de la Santé, il y avait une mise en place ce qu'on appelle du comité de pilotage et le suivi de la réforme des études médicales et constitution de commissions nationales chargées de la réflexion sur la réforme pour vous dire le temps que nous a pris et surtout pour éviter qu'on ait des billes, en particulier sur le fond et la forme bien de la réforme médicale. Donc il y avait élaboration d'un certain document, ce qu'on appelle le cadre juridique de réflexion pour les travaux de la commission régionale, et surtout mise en place des commissions régionales chargées de la réflexion sur la réforme, les trois composantes, médicales, pharmaceutiques et bien entendu odontologiques, c'est-à-dire dentaires. Et puis il y avait le lancement officiellement des travaux en 2006. Donc à partir de 2006, nous avons quand même travaillé les réformes, composition des commissions, j'en passe, le déroulement, j'en passe, ça c'est les détails. Alors, dispositif général, sur quoi on s'est basé? On s'est basé, premièrement, sur ce qu'on appelle une SWOT analysis, c'est-à-dire déterminer nos forces, nos faiblesses, des opportunités et bien entendu la concordance avec les menaces. Les menaces, c'est toujours de l'extérieur, les faiblesses, c'est de l'intérieur, les forces, c'est nous, et les opportunités, c'est toujours de l'extérieur. Et nous avons fait ce qu'on appelle des croisements. Des études statistiques, ils ont montré que pour avoir un axe stratégique, il faut faire un croisement. Et le meilleur croisement, c'est les forces et les opportunités pour déterminer un axe stratégique avec des actions et surtout les indicateurs de performance qui, c'est pour nous, qui sont quand même ce qu'on appelle des boussoles qui nous orientent où se diriger pour être sûr que nous allons dans la bonne direction et éviter d'aller dans le sens contraire. Donc tout ça, ça a été travaillé, nous l'avons travaillé sur ce qu'on appelle l'état des lieux. Puis il y avait quand même une volonté de consolider les aspects positifs du système actuel, c'est-à-dire l'ancien système, et surtout adapter et améliorer l'efficacité et bien entendu la performance. Il y avait nécessité d'une implication approfondie et synergique des ministères concernés. Donc c'est ce qu'on appelle une gestion participative. Tout le monde participe, bien entendu, à sa gestion. Et puis une mise en œuvre d'une réforme globale, mais surtout profonde. C'est-à-dire, nous n'allons pas traiter uniquement la forme, mais nous allons traiter essentiellement le fond pour essayer, premièrement, de valoriser le médecin généraliste, du pharmacien, bien sûr, le médecin dentiste, et puis ouvrir, et surtout, cette valorisation passe non seulement par augmenter ce qu'on appelle le revenu de la fin du mois, mais surtout de valoriser en tant que spécialité. C'est pour cela qu'il y avait discussion de créer une filière qu'on appelle la médecine de famille de première ligne, comme ce qui se passe par exemple au Canada ou en Belgique. Actuellement, il n'y a plus de médecine générale en Belgique, c'est la médecine de famille. Au Canada, c'est la médecine de famille. La France, c'est pas un peu moitié médecine de famille, moitié médecine générale. Et nous avons essayé d'adapter cette restructuration à l'échelle internationale avec celle qui répond à notre réalité réelle. Bon, en architecture générale, nous avons intégré la loi 01-1-2000. Nous avons adapté ce qu'on appelle un enseignement modulaire, semestriel, sous contrôle continu, pour répondre à ce qu'on appelle au système de Bologne. C'est quoi le système de Bologne? C'est un processus international qui permettra d'adapter, d'uniformiser, harmoniser plus ou moins les cours, le fond, pour pouvoir permettre la mobilité des étudiants en international. Et ça rentre dans ce qu'on appelle un projet, c'est un projet européen d'échange des étudiants qui peuvent partir travailler ailleurs. Tout ceci exige de pays qui va former ces médecins de répondre à ce système qu'on appelle LMD. LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Pourquoi? Parce que parmi les choses que nous avons constatées, c'est que le parcours de l'étudiant actuellement, c'est un parcours qui est imposé. C'est-à-dire, vous rentrez en première année, vous devez terminer la 7e année ou la 8e année avec un doctorat. Si vous ne terminez pas, vous sortez 5 ans, 6 ans après le bac avec rien du tout, avec un bac qui est ancien. On s'est dit, c'est dommage, c'est un gâchis. Il faut faire ce qu'on appelle des passerelles. Il faut pouvoir permettre à ces étudiants qui ne peuvent pas terminer le parcours de faire autre chose. Par exemple, à la 3e année, ces étudiants, pour des raisons de santé, pour des raisons sociales, familiales, ne peuvent pas terminer leur étude. Qu'est-ce qu'on fait? On va leur proposer ce qu'on appelle des licences professionnalisantes. Autrement, ils peuvent, moyennant du modèle capitalisable, faire
travailler, faire sage-femme, kinésithérapie, radiothérapie, technicien. Donc ça permet quand même d'éviter d'avoir des pertes comme ça en parcours et éviter que le parcours de l'étudiant en médecine soit un parcours imposé. Donc on vous donnera la possibilité, si vous voulez terminer votre médecine, voilà la voie. Si vous avez d'autres choses, si vous ne voulez pas, comme je l'ai dit, pour une raison ou une autre, et d'ailleurs, on a pas mal d'étudiants, pratiquement 2-3% d'étudiants qui posent problème actuellement. Ils sont en panne, comme on dit. Moi, j'ai des étudiants maintenant en 4e année qui pratiquement sont à la 20e année. Ça fait 20 ans. Et des gens qui font des études médicales avec moi sont toujours en 4e année, qui ont abandonné, ils ont des problèmes. Là, je pense avec un peu moyen, on peut leur donner des modules. Ben voilà, vous ne pouvez pas terminer en tant que médecin, mais vous avez la possibilité d'avoir un diplôme, une licence professionnalisante qu'on appelle LMP. Et vous pouvez faire kiné, vous pouvez faire kinésithérapeute, infirmier, sage-femme, etc. Donc, quand même, c'est un atout capital de la réforme médicale. Voilà, adapter, comme je l'ai dit, instaurer un système qu'on appelle le système LMD, licence, master, doctorat, qui permettra la professionnalisation en adéquation avec les besoins de la société. C'est très important et capital. Parce que nous n'allons pas former des médecins qui vont travailler au Nouakchott, au Tchad ou en Europe. Nous allons former un médecin d'abord qui va répondre aux besoins de notre société, donc il doit être parfaitement adapté. Et puis là, comme je l'ai dit, des passerelles. Et puis j'ai des passerelles, c'est-à-dire des passerelles de réorientation. C'est-à-dire un étudiant qui pose problème, effectivement, il a des problèmes, on va lui dire, tiens, tu ne peux pas terminer votre médecine. Ça s'ancrer, on ne va pas l'obliger, c'est son choix. Vous pouvez faire une autre voie, c'est ce qu'on appelle la voie des passerelles. Et surtout, capitalisation des acquis, c'est très important. Un module que vous avez capitalisé, vous le capitalisez pendant tous vos études médicales. Et donc là, quand même, c'est un apport important dans le cadre de la réforme des études médicales. Alors, l'enseignement des études, ça c'est les raisons. J'en passe, j'ai parfaitement expliqué les raisons de ça. Alors, ça c'est les degrés de mobilisation des enseignants, je l'ai expliqué. Alors maintenant, comment nous allons faire? C'est-à-dire, on va faire des axes stratégiques. On a pratiquement désigné 13 axes stratégiques sur lesquels s'est basée cette réforme des études médicales. La première des choses, c'est le profil des médecins. On ne peut pas former si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va former. Est-ce que je vais former un médecin qui est spécialiste en médecine de famille, un médecin spécialiste en médecine de communautaire, un médecin gynécologue, un médecin... Donc, on n'a pas encore fait des études dans les besoins du pays. Donc, à partir de là, on se dit d'abord, on va déterminer le profil. Quel est le profil de ce médecin? Qui est chaud, donc, quel est le profil exactement de ce médecin? Ça, c'est la première question qu'il faut poser. Deuxièmement, quel est le contenu scientifique? Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Est-ce que venir comme ça et augmenter le curriculum, hypertrophier le programme? Un programme, par exemple, trouver un enseignant, moi j'estime que par exemple, pour le coach chirurgie digestive, j'ai besoin par exemple de 100 heures, comme ça, parce que je suis spécialiste en chirurgie digestive, j'estime que l'étudiant doit connaître tout. L'autre en neurologie fait la même chose. Finalement, on se trouve avec un programme hypertrophié. On dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut former en fonction d'objectifs spécifiques qu'on appelle l'approche par compétence. C'est-à-dire former un médecin avec un profil. Le profil, c'est par exemple, moi, en tant que chirurgien viscéral, je veux dire, le médecin doit connaître la cancérologie en général. Donc, on a le cancer d'estomac, le principe, la prévention, le principe de traitement, cancer de l'œsophage, cancer de rectum, question de préférence, on s'arrête, cancer anal, bon, à la rigueur, je ne vais pas rentrer pour parler des tumeurs desmoïdes ou l'histoire du mouton à 5 pattes, ça ne sert à rien. Un médecin généraliste n'a pas besoin d'avoir ces renseignements. Donc, du coup, on détermine le contenu scientifique et bien entendu l'organisation pédagogique, méthode d'enseignement. C'est pas venir comme ça dans l'amphi et parler. Il faut faire ce qu'on appelle l'enseignement intégré, c'est-à-dire sous forme de TD et surtout introduire la simulation. Et comme vous l'avez constaté, on est en train d'équiper le centre et va être fonctionnel incessamment. Troisième point, les modules transversaux et les modules de spécialité. C'est-à-dire, à côté de la médecine générale, il y a d'autres modules qui sont indispensables de la prise en charge de malade. Tout ce qui est les dimensions humaines, le côté social, ce qu'on appelle nous le socio-professionnalisme. Parce que si vous faites l'analyse didactique de méthode pédagogique, vous avez le proverbe qu'on dit savoir-faire, savoir-être et savoir. C'est dépassé ça. C'est ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom. Actuellement, la taxonomie de Bloom a été complètement transformée et changée. On parle maintenant du cognitif, c'est-à-dire les connaissances, avec les 3 niveaux pédagogiques, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire la mémorisation, l'interprétation et le raisonnement clinique.
Deuxièmement, on parle du constructivisme, c'est-à-dire comment l'étudiant reçoit l'information, comment il élargit cette information pour pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est très important. L'étudiant, ce n'est pas une éponge. On ne vient pas ici le bourrer le crâne. Prenez, il faut. Non. Il y a la façon de faire, la façon de transmettre. On doit apprendre à l'étudiant à apprendre. Parce que Debré l'a dit, que l'illettré de demain, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire, mais celui qui n'a pas appris à apprendre. Et donc l'apprentissage, c'est une stratégie qu'on doit tenir compte, nous, dans le cadre de la réforme des études médicales, et bien entendu dans l'enseignement. C'est pour ça qu'il faut adapter d'autres méthodes, par exemple l'ARC, l'apprentissage au raisonnement clinique, l'APC, l'approche par la compétence. Et c'est important puisque notre formation doit être centrée sur l'approche par compétence. Quatrième point, la durée des études médicales. Combien? Est-ce qu'on va mettre 6 ans? Est-ce qu'on va mettre 7 ans? On va mettre 8 ans? Mais finalement, on dit, bah tiens, il faut analyser le terrain et voir en fonction du contenu, en fonction du profil, combien de temps il me faut pour former un médecin. Donc, c'est une rubrique à étudier. Et tout ceci pour vous montrer la méthodologie sur laquelle on s'est basé, nous, pour travailler cette réforme des études médicales. Troisième point, le concours d'accès. D'ailleurs, on a demain une réunion ici même à Casa, regroupant tous les ministères pour pouvoir parler des modalités d'accès de ce concours. Est-ce qu'on va rester le bac? Est-ce que c'est les notes? Est-ce qu'on enlève le concours? Est-ce que ça, il faut quand même l'étudier. Bien entendu, on ne va pas venir comme ça, du jour au lendemain, dire ben voilà, on va enlever, on va enlever. On n'enlève pas comme ça. Non, on enlève parce qu'on fait des études. Et des études qui sont objectives, on montre que cette méthode, on est pratiquement 90% d'échec. Donc il faut l'enlever. Cette méthode, on est à 100% de réussite. Il faut la garder. Et donc c'est comme ça comment nous, on se base pour dire on enlève, on ajoute, on retranche. Donc c'est quand même important la méthodologie de travail. Et puis le gros problème, ça c'est essentiel, c'est une problématique du déficit effectif en soins et santé. Effectivement, si vous voyez le rapport, le ratio médecin 100 000 étudiants, malades, ici au Maroc, on est pratiquement à 5,6. En Tunisie, juste à côté, ils sont à 10. En Europe, par exemple, la Belgique sont à 44. Donc il y a quand même, l'écart et le fossé est très important. Donc il y a quand même, on a besoin de former des médecins. C'est pour ça qu'il faut faire vite et rapidement pour pouvoir rattraper ce que nous avons perdu. Et puis, 8e point, place accordée au stage. Alors le stage, et à la formation clinique en général, au sein des CHU, des hôpitaux provinciaux, régionaux et la. Donc ça, c'est un élément important, les stages hospitaliers. C'est pour ça que la base de la formation d'un médecin, c'est le stage hospitalier. Parce que 90% de la formation, vous le faites au lit du malade. Parce que ici, dans l'amphi, on vient vous dire ce qui est théorie, la mémorisation. Mais comme on dit, il faut mettre la main dans la pâte, il faut être à côté des malades. Il faut savoir examiner un malade, il faut savoir écouter un malade. Il y a toute une stratégie, toute une démarche pour faire une démarche diagnostique. Il y a toute une discussion pour faire un diagnostic. On parle de 100 diagnostics. Il faut rétrécir. Sur quelle base je vais me baser pour dire un malade que je reçois dans ma consultation qui présente une douleur des endroits, je vais dire que ce malade présente une lithiase. Comme ça, au piphonique, non. Il y a une méthode. Il y a une méthode que vous devez utiliser. Ça, c'est le rôle de l'enseignant. Ça, c'est le rôle du stage hospitalier. On va vous dire, méfiez-vous. Effectivement, pour faire une approche thérapeutique, pour faire une approche diagnostique, voilà la méthode. Vous utilisez les 3 niveaux pédagogiques, c'est-à-dire le raisonnement. Vous devez mémoriser, vous devez interpréter, mais aussi, vous devez être en mesure de répondre aux besoins et aux doléances de malade. Et utiliser un certain nombre de principes. Par exemple, le système de Pujar. C'est-à-dire, j'ai un malade qui a une douleur au niveau de l'ordre droit, je vais dire, ben tiens, tenons compte du système de Pujar, c'est-à-dire la prévalence. Tiens, c'est un critère. Donc moi, pour faire, dans le cadre de ma démarche diagnostique, j'ai devant moi un malade qui souffre d'un problème, je vais dire, quelle est la prévalence de cette pathologie? J'ai une femme obèse qui prend les pilules, et qui n'a pas un BMI de 42, donc la prévalence de la lithiase est beaucoup plus importante. Donc le premier diagnostic c'est la lithiase. Deuxième, ce qu'on appelle le Pujar, c'est-à-dire la gravité, en fonction de la gravité, en fonction de l'urgence, en fonction de l'interprétation, en fonction du retentissement socio-économique. C'est ce qu'on appelle le principe de Pujar. Et donc vous devez adapter le système de Pujar pour pouvoir établir le diagnostic exact de ce malade. Ça, vous ne pouvez pas le faire à l'amphi. Vous ne pouvez le faire qu'à l'hôpital au lit du malade ou dans un centre de simulation. C'est pour ça que nous avons donné trop d'importance au stade hospitalier parce que c'est là où vous allez faire quand même votre pratique médicale. Les patients, c'est un grand atout de la réforme médicale. Parce que, comme je l'ai dit initialement, il y a un problème
de formation. Le parcours, il est imposé. Il ne faut plus que le parcours de l'étudiant soit imposé. Parce qu'on sait très bien que des étudiants, tout le monde ne va pas devenir médecin pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui ont des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, etc. Il faut qu'on résout leurs problèmes. Actuellement, on ne peut pas. On leur dit, messieurs, vous restez. Je ne peux pas vous donner un papier, vous dire que vous êtes spécialisé, c'est pas possible. Vous devez passer la clinique, vous devez passer votre doctorat, etc. Par contre, avec un deux systèmes, en quatrième année, il me dit, monsieur, je suis bloqué, je ne peux pas terminer. J'ai reçu au moins, ça peut être 4-5 étudiants. Qu'est-ce que je veux leur proposer? Par cette méthode, par cette réforme, je vais dire oui. On va voir vos modules. Vous avez capitalisé tant de modules. Cette capitalisation vous permettra d'avoir une licence, par exemple, ou un master, carrément, un master en sciences de la santé. Donc, kiné, radiothérapeute, radiotechnicien de radio, etc. Au moins, il sort avec une profession et éviter que quelqu'un, après 7 années de bac, qui rush avec un bac ancien, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne rien faire. Il est obligé de refaire le bac pour chercher autre chose. Donc ça, c'est un atout capital de la réforme des études. Deuxième point que nous avons discuté, c'est l'habilitation et l'accréditation. Les examens cliniques, comment doit se passer? Est-ce qu'on va garder la même méthode? Est-ce qu'on va l'améliorer? Est-ce qu'on va la changer? On voit normalement ce qui ne va pas bien. C'est important pour nous. Tout ce qui est négatif, c'est pour ça que je dis on va faire ce qu'on appelle une SWOT analysis, déterminer les faiblesses et les menaces. Cette méthode, elle est mauvaise. Taux d'échec, tant. Donc il faut s'asseoir et essayer d'adapter pour pouvoir effectivement, parce que nous, le but principal finalement, c'est quoi? C'est d'augmenter l'offre de formation et augmenter le output. Parce que vous avez le input, l'entrée, vous avez le process, vous avez le output. Le output, c'est la sortie. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'entrée et la sortie. Si à l'entrée vous êtes à 60, si à la sortie vous êtes à 80, vous êtes à 20, il y a un problème. Donc vous avez autrement 40% d'étudiants qui sont à l'intérieur du parcours anormalement dans nos comptes. Donc il faut régler ce problème d'habilitation pour essayer d'adapter et accélérer ce qu'on appelle augmenter, d'ailleurs c'est le terme qu'on dit, la fluidité et le passage d'étudiants au cours des études. On n'est pas ici pour trancher ou couper le gorge des étudiants, on est ici pour les évaluer et ce qu'on appelle une évaluation formative, mais pas sanctionnelle. Les examens cliniques, c'est pas sanctionnel. On est formatif, c'est-à-dire que vous allez quand même, avec votre méthode pédagogique, essayer de savoir est-ce qu'effectivement l'étudiant il a acquis certains objectifs ou non. J'ai fait un cours, est-ce que l'étudiant il a acquis 80%, est-ce que 60%, et donc c'est là le rôle quand même de voir et d'étudier bien ce qu'on appelle ce système d'habilitation et bien entendu ce système d'accréditation. Le 11e point, pour vous dire que les choses c'est pas aussi simple, c'est les modalités de préparation du doctorat en médecine. Est-ce qu'on va laisser comme ça? Maintenant, il y a des tests qu'on fait en 2-3 jours. Je vous le dis, moi, je suis faux et frontal. On a quand même pris certains, il y a quand même ce qu'on appelle un logiciel, un plagiat. Il y a des étudiants qui passent chez quelqu'un, je ne sais pas la peine de citer son nom, il a vu de la littérature, maintenant le cancer de l'estomac, tiens, restons dans le digestif, cancer de l'estomac, vous voulez une thèse concernante, d'accord, vous revenez 3 jours, plagiat, copier-coller, tac, il vous dit un CD, il le voilà votre thèse. Est-ce que vous trouvez normal? Alors que normalement, une thèse, c'est une méthode de recherche, c'est pour une façon qui permettra à l'étudiant de savoir est-ce qu'effectivement il a des connaissances en recherche. Parce que sans recherche, on n'est rien. L'étudiant doit apprendre à faire de la recherche scientifique depuis la première année jusqu'à la 7e année. Donc il y a un problème dans la formation actuelle. Donc il faut toujours revoir ça pour essayer quand même d'adapter nos objectifs avec nos besoins. Deuxième point, c'est la formation continue. La formation continue elle est capitale. Pourquoi la formation continue elle est capitale? Parce que, je rappelle, la mission de la faculté de médecine est de 3 types. Il y a ce qu'on appelle la formation de base, initiale, il y a la formation continue, il y a la recherche scientifique, il y a ce qu'on appelle les prestations de services. Dans le cadre de la formation médicale, c'est-à-dire la formation continue, toutes les études mondiales. Si vous faites EBM, évidence basée de médecine, vous allez vous constater qu'effectivement, au-delà, à partir de la 7e année, toutes les données deviennent obsolètes. Ça a été démontré. C'est-à-dire que ça a été démontré scientifiquement par une équipe américaine à Boston. Et donc, du coup, la formation continue, c'est une obligation déontologique. On ne peut pas permettre à un médecin de continuer d'exercer sans faire de la formation continue. Et d'ailleurs, en France, c'est réglementaire. C'est obligatoire la formation continue pour permettre aux malades de bénéficier
de qualité de soins et avec quand même des notions qui sont actuelles et actualisées. Donc la formation continue, elle est très automatique. Je le répète, c'est une nécessité déontologique. Et puis les mesures d'accompagnement. Tout ce que nous avons fait, tous ces axes stratégiques sont conditionnés par les mesures d'accompagnement. Donc il faut dire quelles sont les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire les mesures préalables. Sans une mesure, on ne peut pas réussir cette réforme médicale. Il faut l'implication de tout le monde, il faut un budget, il faut augmenter les ressources humaines, il faut. Ça, nous l'avons déterminé. Donc voilà comment nous avons essayé de travailler pour vous dire les difficultés qu'on a eues pendant ces années pour pouvoir préparer une réforme qui est adaptée à notre structure, adaptée à notre pays, à notre réalité actuelle. Alors les recommandations, je passe là, les recommandations, c'est ça, c'est-à-dire élaborer de manière consensuelle autour de 9 axes stratégiques. Le nouveau profil de médecin généraliste, il faut qu'il soit clair. Nous voulons former un médecin, mais avec quel profil et le paraprofil, parce qu'il y a une différence profil et paraprofil, pour ne pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons former un médecin qui répond aux besoins de notre pays. En termes de quoi? Est-ce que nous avons besoin uniquement de médecins de famille? Est-ce que nous avons besoin uniquement de médecins de première ligne? Est-ce que des médecins préventifs, curatifs, thérapeutes, quoi? Donc il faut déterminer. Et à partir de là, on dit ben voilà, nous allons quand même déterminer notre stratégie. Puis les modalités d'accès à revoir, d'ailleurs la réunion c'est pour demain, pour arrêter définitivement qu'est-ce que nous voulons comme procédé pour permettre aux étudiants d'accès à la filière de médecine. La durée du visite médical, on est arrêté à 7 ans, c'est clair, ça c'est validé, c'est confirmé. Les passerelles, la rédaction du nouveau programme d'enseignement, ça c'est important, parce qu'on ne va pas enseigner comme ça. 100 heures comme ça, 120 heures, 60 heures, vous dites à un enseignant, vous avez besoin de combien d'heures? J'ai besoin de 60 heures. Pourquoi? Bon, parce que ma matière est très importante. Parce que. Non, on ne peut plus se permettre ça. On dit, ben, votre matière est importante, pourquoi? Ah ben, parce que c'est un besoin de santé. Oui, je vais lui donner la priorité. Et d'ailleurs, si vous voyez le ministère de la Santé publique, vous voyez les spécialités prioritaires. C'est déterminé. Ce n'est pas fait un hasard, et c'est fait parce que des études ont été faites pour pouvoir déterminer quand même les besoins en spécialité au sein de notre pays. Et bien entendu, l'évaluation des compétences, c'est-à-dire les cliniques, la formation continue et les mesures d'accompagnement. Donc voilà en principe le cadre de cette réforme pour passer, ça c'est les priorités, le contexte. Pour un contexte, c'est d'abord basé sur redéfinition du profil, ce que j'ai expliqué, on ne va pas commencer à s'éterniser, les priorités du système, tenant compte du contexte démographique, politique, socio-culturel, économique et épidémiologique. Voilà, la base méthodologique sur laquelle on s'est basé pour dire, ben voilà, nous avons déterminé quand même un profil, parce qu'on a besoin sur le plan démographique, parce que sur le plan politique, nous avons constaté, parce que, comme ça, notre étude, elle est objective. Et puis le concept de base, parce que nous avons formé effectivement des médecins qui vont travailler au Maroc, mais qui peuvent travailler ailleurs, surtout dans le cadre du projet européen. Il y a ce qu'on appelle un projet européen, c'est le projet de mobilité des étudiants et des enseignants en international. Donc on a besoin maintenant, si vous voulez travailler en Belgique, c'est bien possible. Vous voulez faire la spécialité en Belgique, c'est bien possible. Il faut avoir un diplôme européen. Donc ils ont fermé la boutique. Ce diplôme européen est basé sur quoi? Sur la médecine de famille. Donc nous, pour pouvoir permettre aux étudiants de s'adapter à l'origine, il faut quand même adapter notre stratégie pour permettre à ces étudiants d'aller ailleurs. Et puis le concept de médecine de famille, il faut l'intégrer. C'est une nouvelle approche qu'il faut intégrer, on est obligé parce qu'il faut voir la façon avec laquelle nous roulons. Il faut tout revoir. Pourquoi tout revoir? Parce que si vous avez deux trains, un roule à 100 km/h, l'autre roule à 40 km/h, celui qui roule à 40 km, on a l'impression qu'il stagne, qu'il ne bouge pas. Donc il faut aller s'adapter, puisque là il y a un environnement. Le Maroc il est ouvert sur son environnement. Donc il faut adapter notre formation, il faut adapter avec les réalités marocaines, certes, mais il faut avoir un coup d'œil et une vision en international. C'est-à-dire répondre au nom international parce qu'on sera amené à travailler à l'étranger, parce qu'on sera amené à créer des conventions, des partenariats en international. Donc il faut joindre l'étude à l'agréable, to combine the business to pleasure. Comme ça, on est quand même clair.
Je vais lui donner, prescrire une ordonnance, et je ne sais pas est-ce qu'elle a des mutuelles, est-ce qu'elle habite dans un bidonville, est-ce qu'elle a des toilettes propres, ça intervient dans la qualité de la prise en charge du malade. Donc il faut une prise en charge globale du malade, c'est ce qu'on appelle les dimensions socio-professionnelles, bien entendu, de la prise en charge du malade. Premièrement. Deuxièmement, non seulement je dois quand même traiter le malade, mais je dois informer et aider le malade et sa famille. Et ça, c'est une nouvelle approche, d'ailleurs, qui est adoptée, parce que ça ne sert à rien de traiter. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai un malade qui a, par exemple, l'oxyurose. C'est des vers dans les selles, je prends le malade, je lui donne de l'ambédazole. Est-ce que j'ai fait le traitement? Non. C'est une maladie, donc il faut que je vois la famille. Donc je ne dois pas m'arrêter uniquement au malade. Donc je dois voir l'environnement du malade, c'est ce qu'on appelle l'aspect socio-professionnel du malade. Deuxième point, le médecin doit être capable de gérer les activités de santé, prendre en considération l'approche économique des actions de santé, assurer sa formation continue, il le dit, à l'élève de Calmette, le perfectionnement des autres membres du professionnel de santé, collaborer avec les autres structures d'améliorer la santé, promouvoir l'éducation pour la santé, contribuer à la recherche scientifique et s'adapter, ça c'est très important, et s'adapter en permanence avec son environnement. Ça tout tourne, hein? On est dans un monde qui bouge, tout bouge, toutes les informations. Et là je réponds à la loi. Moi je ne vais pas attendre la loi pour pouvoir former, parce que je risque d'avoir un retard énorme. Donc on doit bouger et s'adapter et quand même anticiper les besoins futurs pour éviter qu'il y ait quand même un écart dans le cadre de la formation médicale. Donc là, c'est les orientations, c'est les stages. Privilégier les méthodes pédagogiques. Il faut changer les méthodes pédagogiques, c'est-à-dire basées sur l'acquisition des raisonnements cliniques, l'esprit scientifique critique, c'est-à-dire l'EBM, évidence basée de médecine. La prise de décision, c'est capital. Quand je dois prendre la décision, le moment opportun, et bien entendu, prise en considération du contexte de l'exercice. Donc, quel contexte j'exerce ma pratique médicale? Ça, c'est quand même important. Le contenu scientifique, c'est révisé, j'en ai parlé. Il faut réviser le contenu. Certaines disciplines doivent être introduites et faire partie intégrante du consensus médecin généraliste. Il y a ce qu'on appelle des méthodes optionnelles. Un peu de silence, concentrez-vous. C'est d'abord des notions d'économie de la santé, des notions de droit. Maintenant, il y a des poursuites judiciaires. Le malade, il a le droit. C'est une obligation. Il y a des déclarations de Al-Ma'ata. Vous êtes obligé de répondre. Donc, vous devez entreprendre. Il y a l'éthique médicale. Science sans conscience, les cœurs de l'âme. La notion de la géométrie. La santé par rapport à l'environnement, le sociologie et psychosociologie, techniques de communication. Des autres, on en a ici à la faculté. Donc, c'est une nouvelle méthode. Alors, maintenant, quelle est l'architecture générale? Ça, c'est important. Donc, l'enseignement est organisé en deux cycles de socle de formation de façon semestrielle. Il comporte des modules capitalisables. Chaque module est constitué de plusieurs matières, c'est ce qu'on appelle les unités de module, sur le même domaine de compétences ou des domaines approchés. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est transversale. Ça, c'est quand même important et capital. Le contenu de la matière et des modules sera déterminé à partir des domaines de compétences. Bien entendu, c'est clair ce que je viens de dire tout à l'heure. On ne peut pas venir comme ça et déterminer un curriculum. Il faut le déterminer moyennant des idées objectives. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'il doit faire le médecin? Quelles sont ses prérogatives? Quelles sont les dimensions humaines de ce médecin? Les modalités d'accès, c'est validé. Donc là, nous avons jusqu'à présent validé, c'est le profil, donc c'est validé. Le coût d'accès, c'est validé, c'est 7 ans. Reste le problème de modalité, on aura la réunion demain. La durée des études, la durée des études, c'est 7 ans, c'est clair. Les terrains de stage. Les terrains de stage doivent être planifiés. C'est-à-dire déterminer les objectifs de stage avec un maître de stage et avec un suivi, avec essentiellement ce qu'on appelle le outcome. Parce que dans le management, on parle d'input, output, et on oublie le outcome. C'est-à-dire l'évaluation. Il faut évaluer. Et à partir de l'évaluation, nous allons quand même déterminer ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? Et surtout l'articulation, et surtout ce qu'on appelle les stages intégrés. Et déterminer le nombre d'étudiants, malheureusement ça c'est un grand problème, parce que maintenant on augmente le numéro sclerosis. On rappelle, on était à 250 étudiants, maintenant à certains moments on est arrivé à 600, on est à 450, on est à 500, et jusqu'à quand nous allons continuer à travailler, donc à augmenter le nombre de curricula. Il faut tenir compte de nos possibilités, de l'offre de formation quand même, c'est important et capital. Alors, quelle est l'architecture générale? L'architecture générale, c'est-à-dire à partir de bac.
vous êtes sélectionné, vous passez en première année. À partir de la première année, vous avez un stage d'immersion, un stage à l'hôpital. Vous allez faire un stage à l'hôpital, ce qu'on appelle d'immersion dans le système de santé. En deuxième année, c'est ce qu'on appelle le L2. Le L2. Toujours vous constatez le système LM2. Donc là, c'est les soins infirmiers, donc Simirigi passe en deuxième année. Parce qu'on constate que vous êtes, on vous prépare pour le stage de troisième année, mais malheureusement, vous n'avez aucune notion de la sémiologie. Donc la sémiologie passe en deuxième année. Troisième année, vous avez les passerelles. Quatrième année, c'est le master, ça commence au master. Le cinquième année, le master. Et vous voyez les passerelles. À chaque niveau, il y a des passerelles. Quelqu'un qui est bloqué en deuxième année, je peux lui faire une licence professionnelle. Quelqu'un qui est bloqué entre troisième année et entre la cinquième année, là ça commence des stages, je lui fais soit des filières professionnalisantes un peu très honorées, soit il passe en master. Le master, CED, c'est le centre de titre doctoral, et ça quand même c'est important pour l'étude. À partir de la cinquième année, les choses changent. Les choses changent, c'est qu'à la cinquième année, on a restauré le concours d'internat. Vous avez le concours d'internat, et à partir du concours d'internat, c'est ce qu'on appelle la voie d'enseignement. Un interne qui passe son concours d'internat reçu, c'est un futur enseignant. On va le prendre en tant que l'ancien système qu'on a eu. Donc l'interne sait très bien qu'il va devenir un enseignant. C'est pas comme maintenant, passe l'internat, réversion Rizana, après quatrième année, le concours le concours qui ne sait pas ce qu'il fait. Alors que maintenant, à partir de la première année, vous passez votre concours, vous êtes un enseignant, donc vous devez suivre une filière, moyennant des masters de pédagogie, de recherche, des masters de PhD, pour répondre aux normes internationales. Et puis vous avez l'autre voie, la voie, ça c'est important, la voie de Rizana. La Rizana, vous la passez à la sixième année. Et ça, c'est quand même, vous gagnez beaucoup de temps. À partir de là, vous avez des spécialistes, soit 3-5 ans, où vous faites ce qu'on appelle la spécialité en médecine de famille. Tout en gardant la troisième voie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas faire ni l'internat ni Rizana, il a la possibilité quand même de passer vers la médecine générale. Donc là, les masters, c'est quand même important. Les masters en sciences de santé à partir de la 4e, 5e année. Et puis, vous avez surtout les cahiers de normes pédagogiques. Là, on a pratiquement fini les normes pédagogiques, c'est-à-dire, c'est les normes qui déterminent les modules, qui déterminent les filières et la progression et les passages au cours de ce cursus du système, bien entendu, du système électif. Et là, c'est la rédaction des nouveaux normes pédagogiques, ça c'est le détail, je pense que c'est trop pour vous, mais sachez qu'effectivement, il y a toute une commission nationale qui travaille sur le contenu, et surtout sur le curriculum, et surtout le volume horaire, et les modalités de passage avec la pondération des notes. Bien entendu, nous avons identifié qu'il n'y a pas de notes éliminatoires. Et donc, en dernier, j'ai dit les mesures préalables. Initialement, j'ai dit c'est des mesures d'accompagnement, mais pour nous, nous estimons que c'est des mesures préalables. Il faut absolument ces mesures, c'est quoi? C'est des ressources humaines suffisantes, fortement impliquées et motivées. Donc, impliquées et motivées, nous sommes en train de voir comment motiver les enseignants et le personnel administratif pour pouvoir effectivement arriver à appliquer cette réforme civique médicale. Il faut des ressources matérielles et financières suffisantes. Et moi, je vous le dis solennellement, on n'a pas un problème de moyens. Pas de problème de moyens. Il suffit de proposer un projet et je défie quiconque qui a un projet, que ce soit un enseignant, un chercheur, et le dépose, il ne sera pas financé. On a jusqu'à maintenant 600 millions de dirhams de réserve pour la recherche scientifique, pour des projets phares. D'ailleurs, ce que j'ai dit même aux enseignants, celui qui a un projet, mais un projet phare, un projet de recherche, un projet comme outil de prise de décision au sein de notre pays, que ce soit dans la pédagogie, que ce soit dans le domaine médical, purement, on est prêt pour les financer, donc il n'y a pas de problème de budget au sein de l'université. Une mise à niveau des sites de stage, oui, je vous l'accorde, on a un problème au niveau des stages hospitaliers. D'ailleurs, c'est parmi les prérogatives de la commission pédagogique actuellement qu'on vient de changer, renommer un nouveau coordinateur. On est en train de voir, d'adapter, d'étudier, d'étudier bien ces stages hospitaliers. C'est pour ça qu'on dit, tiens, il y a le centre de simulation qui va quand même essayer d'éponger plus ou moins cette perte. Autrement, j'ai par exemple dans un service, j'ai 60 étudiants. Je peux parfaitement venir et débattre. J'ai 60 étudiants parce que j'ai un nombre qui est très important. Je vais diviser ce groupe ce matin en deux groupes. 30 étudiants seront au centre de simulation, de 8h à 10h. Les autres sont à l'hôpital. Et à partir de 10h, on change. Ceux qui étaient à l'hôpital viennent au centre de simulation. Et comme ça, on va diminuer le nombre. On formera mieux quand même les médecins parce que le centre de simulation est pratiquement, il
il faut mis dans les conditions réelles, bien entendu, de la pratique médicale. L'évaluation parallèle des textes législatifs, il faut revoir la loi. Pourquoi revoir la loi? Ça, c'est important et capital pour vous. Regardez, moi je vous ai dit que maintenant, vous aurez la possibilité de passer votre concours à partir de la 6e année. Le problème, c'est pour l'ancien régime. Est-ce qu'il y aura la possibilité? Si, il y aura la possibilité, mais il faut changer la loi. D'ailleurs, ce que nous avons dit. Parce que la loi qui régit le régime de la formation médicale, c'est 1983. Il faut la changer. C'est très simple. C'est un arrêté de M. le ministre stipule qu'effectivement, l'ancien régime peut être reversé au nouveau régime. Et à ce moment, vous pouvez grimper et prendre le train à partir de la 6e année. Donc, comment joindre l'utile à l'agréable. Mais il faut changer la loi. C'est pour ça qu'on dit que c'est des mesures préalables. Donc, les textes législatifs, on est en train de revoir. Le texte, il est prêt. Le texte est prêt, nous avons fait une retraite d'un week-end, un samedi, dimanche, nous allons tailler les textes, et là bientôt on va les soumettre à M. le ministre pour pouvoir les changer, pour que l'ancien système, l'ancien régime, profite des bénéfices de la nouvelle réforme. Recruter les nouveaux PA, oui ça c'est clair, création de postes de praticiens hospitaliers. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant nous formons un médecin résident, et au bout de 4-5 ans il est affecté ailleurs. Peut-être qu'il n'en a même pas besoin ailleurs. Mais malheureusement, nous, dans un hôpital, il y a quand même une hémorragie, il faut le dire, hein, il y avait quand même des divisions de certains enseignants, mais là, on a bloqué ces divisions actuellement, donc il n'y a pas de risque, mais quand même, ça a quand même retenti un peu sur la formation, en particulier dans certains services au stade hospitalier, à tel point que dans un service, vous trouvez que 2 enseignants. C'est pas possible. Donc il faut augmenter. On ne peut pas augmenter comme ça à tout prix les PA, mais on peut, moyennant le poste de praticien hospitalier, comme ce qui se passe en France, qu'on appelle aux États-Unis, au Canada, les PhD, on peut parmi les résidents qui se sont formés, les récupérer et les garder à l'intérieur de l'hôpital. Ils s'occupent du soin et l'enseignant s'occupe rien qu'à l'enseignement. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Le chirurgien rentre au bloc opératoire, il sort à 16h, on ne voit pas les étudiants. L'autre, il est ailleurs pris, et finalement, c'est les étudiants qui sont quand même dans l'embarras. Et donc, pour éviter tout ça, il faut quand même redorer un peu le blason, il faut quand même restructurer, réorganiser en fonction de nos possibilités, en fonction de ce que nous avons pour pouvoir vraiment adapter notre formation. Une plus grande définition des responsabilités. Donc, on est tête BIFI, donc dépend du ministère de la Santé, on est des vacataires, mais essentiellement notre stade, c'est de l'enseignement supérieur. Donc, il faut qu'on sache quelle est la part du ministère de la Santé, quelle est la part du ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la formation, bien entendu, des médecins. Et puis, l'importance de prévoir une stratégie de communication dirigée vers l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des communications. Parce qu'on fait beaucoup de choses. Les étudiants ne sont pas au courant. Les étudiants font beaucoup de choses. On n'est pas au courant. Donc il faut créer un lien de communication et de partage, créer ce qu'on appelle les cellules de partage. Et d'ailleurs, je vous félicite pour le topic, la revue que vous avez repris, parce que ça permettra de montrer l'activité et avoir une visibilité des étudiants, une visibilité bien entendu des enseignants. Et puis la nécessité de tenir compte des spécificités, c'est-à-dire nous travaillons au niveau du ministère de la Santé, au sein de l'université, mais au sein de l'université, il y a plusieurs champs disciplinaires. Il y a les sciences humaines, il y a les sciences juridiques, il y a des côtés techniques, puis il y a la filière médecine. Nous, on leur a dit que dans la réforme, il faut tenir de spécificités de la filière médecine. Il faut quand même qu'elles soient stipulées, bien entendu. Ils doivent sortir dans la loi, comme ça on est tranquille. Hein. Les choses sont claires, et c'est basique, il doit arrêter. Donc voilà les mesures préalables de formation. Et d'ailleurs, pour nous, d'ailleurs on a dit à M. le ministre, la réussite de cette réforme dépend de 2 choses. De l'implication de tout le monde, lorsque je dis de tout le monde, tous les composants. Les étudiants font partie de la composante, des enseignants, des personnes administratives et techniques. Et bien entendu, des mesures du ministère de la Santé publique, du ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur, et comme ça, on aura quand même préparé une réforme qui va répondre à besoin et préparer le futur, et surtout former un médecin adéquat, c'est-à-dire un médecin qui répond aux besoins de la population. Et sur ça, je vous remercie. Bonjour Monsieur le Doyen, bonjour tout le monde. Notre première question serait quand est-ce que cette réforme sera
Exactement. Donc, quand est-ce que cette réforme sera rapide? Ce qui est rapidement, je parle comme ça pour que je n'oublie pas, c'est pratiquement pour la filière pharmaceutique, c'est sur 7 ans. Pour la filière médecine, si on termine de façon finale la loi, parce qu'il y a une procédure qui se passe par le Parlement, c'est pour 3-4 mois, si on la termine le mois d'avril, on la commence l'année prochaine. Donc, sinon, ça sera pour l'année d'après. Est-ce qu'on aura le droit de passer cette précédemment on va passer l'internat de l'année prochaine? Est-ce qu'on va préparer l'internat ou alors l'installation? Parce qu'on n'a pas très bien compris. Je vous ai dit pour les gens de l'ancien système, il faut changer l'arrêté. Parce que l'arrêté qui stipule, qui régit la formation médicale, c'est 1983. Avec l'article qui dit que vous devez première année, deuxième année, troisième, quatrième année, septième année. Il ne stipule pas que vous pouvez intégrer à partir de la septième année de nouveau régime. Même si on a dit à M. le ministre, pour pouvoir permettre aux anciens régimes, même si vous êtes en 6e année, même si vous êtes en 7e année, 8e, tant que vous n'avez pas soutenu votre test, de passer les concours avec le nouveau régime, il faut changer la loi. Donc c'est pour ça que j'ai dit, changer la loi, c'est pas vous, c'est nous. Là, on a demandé la doléance, parce que pour changer la loi, rien pour vous mettre en pour vous ayez une idée. Pour changer la loi, c'est le Parlement. C'est les commissions du Parlement, c'est le Parlement, première chambre de gestion, pour le SCG, le secrétaire général du gouvernement. Ça, si vous voulez changer le décret. Mais si un arrêté, c'est normalement c'est ministériel, ça demande un mois. Pour changer un arrêté dès 1980, il faut abroger et proroger l'ordre. Ça, je pense qu'on est en cours. Dès que la loi change, vous aurez la possibilité de passer. C'est clair. C'est dans un mois. Moi, je vais préparer pour l'année prochaine. La loi est en train de changer. Je ne veux pas vous dire une fausse promesse. Si on arrive à changer, à ficeler la loi d'ici fin d'avril, début mai, on sera sûr qu'on va commencer le mois de décembre. Au moins, je parle, au moins pour le reversement, c'est-à-dire aux anciens au nouveau régime. Mais pour le premier, deuxième cycle, on est prêt à partir de septembre 2015-2016. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, M. Boyer, tout le monde, je suis économie étudiante en 6e année. Et merci de votre présentation. Ce que vous avez dit est très beau, très général et très littéraire. Alors, moi, je suis étonnée de voir certains étudiants qui sont en train de demander quand est-ce qu'on va commencer cette loi, quand est-ce qu'on va commencer à appliquer cette réforme. Or, il faut tout d'abord se demander qui a fait cette réforme. Est-ce qu'il y a eu le dernier mot des étudiants dans cette réforme? Est-ce que c'est quelque chose qui a été concocté et qui va être appliqué aux étudiants? Dans le fond, moi, j'ai constaté que vous parlez d'une formation d'un profil de médecin qui va répondre aux besoins du Maroc. Nous sommes tous des médecins, malheureusement, du tiers-monde, mais vous parlez aussi, et ce qui est paradoxal, de l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous n'avez évoqué l'instauration de, par exemple, l'anglais médical, de faire des stages à l'étranger, de créer des partenariats avec de l'international. Je pense qu'il y a c'est marrant. Vous applaudissez, alors je n'ai même pas écouté la question. Un peu de patience, la jeunesse c'est ça. Je suis la patience. Ce qui veut dire qu'on sera certainement jamais tous d'accord. Mais si chacun apprenait à écouter l'autre, je pense qu'on aura tous à gagner. Ça c'est important. Pour répondre, je pense qu'un élément important, c'est que cette réforme, nous l'avons discuté dans les instances universitaires, et les instances universitaires sont représentées par les étudiants. D'ailleurs, l'ancien groupe, même la réforme. Mais on cache rien. On a qu'à nous ouvrir les établissements. Mais bien entendu, vous n'allez pas demander à un étudiant de venir assister à l'UCR, parce que je voulais de la loi. Les choses purement pédagogiques, qu'elles sont sur la commission. D'ailleurs, les étudiants sont formés par la commission pédagogique, sont représentés par la commission pédagogique, ils sont représentés par le conseil d'établissement. Ou la réforme dès 2008, il faudra vers les étudiants. Donc là, nous avons, ça c'est un privilège là, à Casablanca, c'est que nous avons repris le cadrage de la réforme, l'ancienne réforme de Casablanca, qui était faite par les enseignants, faite par le personnel administratif et par les étudiants pour donner une adaptation à l'échelle nationale pour pouvoir l'adapter à l'international. Alors pour répondre à l'international, je pense que mon étudiant, il faut voir loin. Alors il y a pourquoi on se voit petit par rapport à l'étranger?
Moi, je me rappelle très bien, lorsque j'étais maître assistant, c'était des professeurs assistants en 91, j'ai fait mon premier stage à Paris, dans un grand centre de transplantation hépatique, et la première semaine, j'ai pris chef de garde. Je lui ai dit, moi, je suis formé dans une faculté qui s'appelle la faculté de médecine, on est bien formé, et je me suis valorisé. Pourquoi vous dites l'étranger? L'anglais, bah, tout le monde maintenant maîtrise l'anglais, qui n'est pas le problème. Vous ne dites pas que vous ne maîtrisez pas l'anglais. En tout cas, mon conseil, il faut toujours voir grand. Vous êtes les étudiants, vous êtes l'énergie. Normalement, vous devez être plus que nous. Là, on est ambitieux. Là, on est pratiquement à la retraite. Lorsque j'entends un étudiant d'étranger, qu'est-ce qu'il a par rapport à nous? Il a un cortex, il a des substances grises, il a des substances grises, mais il travaille. Nous devons travailler. Je vous assure, nous devons travailler. D'ailleurs, je cache rien. D'ailleurs, je vous dis vous le montrer, j'ai vu deux noms les étudiants qui étaient à la ville. Un étudiant de Yakaza qui était accepté en PhD aux États-Unis, reconnu en tant que spécialiste. D'abord, à cette semaine-là, au SAFE qui a le papier, il est reconnu aux États-Unis. Pourquoi il est reconnu? Parce qu'il est bien formé ici. Donc il faut valoriser notre faculté pour aider les étudiants le papier est là. Je leur demande, M. Delors, il faut la revue la prochaine, l'intitulé est là, exactement Philadelphie. C'est une grande faculté où il a intégré le PhD. C'est un futur enseignant. Parce qu'on s'est là à Casablanca, au certifié, il était fier. Moi aussi, je suis fier qu'un étudiant. Donc je pense que il faut avancer. Les difficultés, il y aurait toujours des difficultés. Ne croyez pas que passer des journées, des nuits de travail, je ne peux pas vous expliquer combien ça nous a pris de temps pour préparer tout ça. On est notre vision, on est ambitieux. Rien ne nous bloque les mains. On a tout le temps que nous avons le personnel administratif de la faculté, ça pousse. Même il y a des problèmes, il y aurait toujours des problèmes. J'étais à Boston, ils ont des problèmes. Le problème, c'est relatif. Il y aurait toujours des problèmes. On a que si nous mettons la main dans la main, si notre vision est claire, je pense que nous allons soulever des montagnes. Tous ensemble, parce que le doyen est le chef de si le doyen voit que tout le monde pousse, parce que nous poussons là pour la terre, comme les c'est une conviction personnelle. S'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de faculté, il n'y a pas d'enseignant. Ça, c'est clair. C'est vous, parce que c'est vous qui va enseigner nos enfants. C'est vous qui allez le traiter. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Maintenant, c'est moralement, si vous êtes la relève, donc bien entendu, ça doit être réciproque. Il y a des problèmes, on vient, on discute, on règle, tout ça se règle. Mais dans la concertation, l'appli totale, et je pense que si on met la main dans la main, nous allons faire beaucoup de choses dans sa famille. Donc, votre initiative de vouloir éclaircir les choses, mais sinon, donc, je me place, disons, je continue. Donc le discours élaboré par le professeur, donc au niveau international et national. Je me place au niveau local et donc je vous poserai une question. Qu'en est-il d'inclure l'étudiant dans le processus d'évaluation de la qualité de l'enseignement reçu? C'est-à-dire qu'à chaque fois on se place dans un amphi, on reçoit un cours, mais on ne demande jamais notre avis si ce cours est bien, si ce qu'on veut recevoir. Et donc là, c'est un véritable problème ici dans cette faculté. À chaque fois, c'est un enseignement, mais on n'a pas notre évaluation. On n'a pas notre mot à dire. Donc, en tant que doyen de cette faculté, on est le centre d'intérêt, votre centre d'intérêt, mais on ne participe pas à ce discours, à toute cette procédure, à toute cette réforme. Donc, on n'a pas notre mot à dire, mon fils. Je pense qu'il vous manque cette information. Je l'ai dit, il y a un problème d'information. Moi, je me rappelle. Vous dites, vous n'avez pas un mot à dire. Si. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas 3 à 4 années, peut-être une évaluation, c'est les enseignants, les étudiants qui ont évalué les enseignants. On a dit les statistiques. Donc maintenant, ça n'a jamais été fait. Vous avez participé. Cette réforme, elle est basée sur vos remarques. Et je pense les anciens comités, je connais 9 anciens comités qui ont participé à l'évaluation, de l'accréditation de la faculté. Il y a que vous ne savez pas. De toute l'évaluation de tout le monde. C'est sur cette évaluation. Sur cette évaluation, il y a 4 ans. C'est sur cette évaluation. On s'est basé à l'évaluation qu'on va accélérer notre évaluation. Voilà, mais pratiquement 40% de ce que nous avons apporté à la réforme, et c'est basé sur les remarques des étudiants. Mais en tout cas, c'est les étudiants qui ont participé, ça c'est clair.
Et je pense que ça c'est l'intérêt de la revue. Je donne les étudiants dans l'évaluation, ils ont évalué les enseignants, ils ont évalué les cours, ils ont évalué la faculté, ils ont évalué l'hôpital. Ou d'ailleurs, je vous dis, un PV secret. Ou le MES, ou la CIDMEF, ou même les remarques des étudiants. Pour vous dire, les choses sont claires dans cette faculté. On a dit avec les remarques des étudiants, on s'est basé sur des remarques, d'abord on tient compte avec les remarques. Ou d'ailleurs, les représentants, dans une commission, tu ne peux pas mettre 100 personnes. Dans une commission, c'est la loi. Tu as 2 représentants des étudiants, 4 représentants des enseignants. On a même plus 600 étudiants dans la commission, mais en tout cas, les étudiants les mal le conseil, tu as le conseil d'établissement, tu as les commissions pédagogiques, tout ce que circule entre les enseignants circule entre les mains des étudiants. Là, moi, je suis ouvert. ولا كاين شي حاجه ما كيتوصل للاسيا جو دوموند لي زيتيديون اللي معنا في لي زانستونس يقولوها ليا انا شنو بقيت مي اون توكا انا في ليميل ونجي له ليكم كتلقى كونساي ديتابليسمون فيه لي دي زيتيديون لي زيتيديون ريبريزونتي في الكونساي ايوا ماركي دونك دي زيتيديون ريبريزونتي هكذا حنا اون اوفير دو توت لي فاسون انا قلت لو كوميتي سي vous avez des données سكتبوهم وحنا اون اي بري moi je suis prêt d'ailleurs de le comité je vous remercie. Je vous remercie même les étudiants de votre dynamisme. Si vous avez des remarques, on peut toujours se voir entre nous. Un moment où nous discutons d'un temps rempli tous les soucis que vous avez. Bonjour monsieur, on vous remercie d'abord pour l'initiative. Pour ma question, c'est quand la loi change chaque fois, pour les gens qui ont des stages invalidés, est-ce qu'ils ont le droit de passer le concours ou bien attendre l'année d'après? C'est ça, c'est les textes, c'est quelqu'un qui a le texte et vous le la nouvelle loi, pour passer, il faut valider. Donc, c'est la loi. Même dans le nouveau régime, les cahiers des normes pédagogiques, vous ne passez l'année prochaine que lorsque vous avez validé les modules, validé les stages et les TP. Alors je suis étudiante en 5e année et la question qu'on se pose tous, c'est quand est-ce qu'on aura la décision finale et définitive sur la date d'application de cette loi. Parce qu'avec les étudiants en 5e année, on est censé préparer le concours, donc quand est-ce qu'on aura la décision finale? Et puis s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez juste nous dévorer un petit peu la voie du passage d'internat à la nouvelle loi? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura les mêmes privilèges que ce qu'il y avait auparavant, le libre choix de spécialité, et puis bien entendu, est-ce qu'on sera contractuel? Merci. La loi, je vous dis, moi, dès que j'ai l'information, je l'informe. Normalement, le maximum, le grand, faire mi-mai, je pense. Pour préparer les lois, on a qu'il les vacances, je pense que ça se fait dire, je ne sais pas. Parce qu'on attend toujours l'accréditation et les instances au niveau du Parlement. Pour l'internat, c'est les mêmes systèmes, si ce n'est plus que l'ancien système. Tu as trois en tant qu'interne, un épi spécialité. Vous classez en fonction de votre classement, vous allez choisir en fonction de votre classement. On a des trucs contractuels. C'est clair. Et quel contractuel, combien d'années? 2 années d'internat, même comme de l'assistanat, non service. 2 années d'internat, assistanat, maître assistant, c'est-à-dire le professeur assistant, professeur agrégé. C'est l'ancien système des internats, donc il n'y aurait pas de changement. Au contraire, la DITZ compte des modules. L'examen des modules de la formation transversale, c'est-à-dire le module pédagogique, les masters et les PhD. Les bachelors, au Canada ou aux États-Unis, donc on existe comme cette réforme. La durée d'internat. La 6e année. L'internat, le système actuellement, ça c'est les réponses. Là, les réponses aux recommandations de la fonction publique. La fonction publique, elle doit vous intégrer la fonction publique, médecine, la vie ou la filaire, le choix. 8 ans avant de sortir. C'est la loi. Il y a la loi des femmes oui, je peux me permettre, je vais demander une question à la place des étrangers qui sont ici à la je me demande si pour intégrer l'internat ou le résident, l'étudiant étranger a les mêmes chances qu'un étudiant marocain ou bien il y a un quota ou un pourcentage. Merci.
pour les étrangers sont au Maroc, sont à égalité, c'est l'équité pour tout le monde. C'est pratiquement, vous avez les mêmes chances, les mêmes prérogatives que les Marocains. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de différence. Vous passez l'internat, vous passez le concours, parce qu'in fine, vous aurez un diplôme marocain. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait cette ségrégation. Il n'y aurait pas de ségrégation. Les étrangers sont traités au même pied d'égalité que les Marocains. Ça, c'est clair. Tout d'abord, je vous remercie, monsieur le doyen, pour cette présentation qui était très intéressante. En fait, après le vécu de ces 3 ans, je pense que c'est l'espoir pour nous les étudiants. Et puis, je me demande si on est invité à participer aussi à cette réforme. Parce que tout de même, par exemple, dans les stages, on a perdu le respect. Presque, on est invisible. Et même si on fait un effort, il est toujours marginalisé. Bon, ça c'est d'une part. De l'autre côté, pour le contrôle et l'évaluation, je ne parle pas de tous les services, parce qu'il y a des services qu'on a eu une formation. Mais bon, il faut gérer les autres. Ma question est la suivante. Est-ce que nos professeurs, est-ce qu'ils sont aussi motivés pour l'application de cette réforme? Comme vous avez répondu à la question, les services ne se valent pas, donc je vous laisse réfléchir, parce que je sais que certains s'occupent des étudiants, d'autres ne s'occupent pas, mais moi je ne peux pas faire la police pour utiliser ce service. Il y a une évaluation. Et d'ailleurs, dans le cadre de la réforme de la commission pédagogique, il y aurait une évaluation des stages aussi. Une fois que j'ai les résultats, je suis transparent. Les choses sont claires. La deuxième question, c'est les professeurs, la motivation. La meilleure motivation, c'est la motivation interne. C'est individuel. La motivation, tu ne peux pas l'objectif. Tout ce que nous pouvons faire, en tout cas, toutes les études ont montré qu'il y a plusieurs façons pour motiver. Mais la meilleure motivation, c'est la motivation affective. Il faut toucher les gens le cœur. C'est quel état de conscience. Moi, je vous dis qu'un enseignant, il doit être conscient que vous êtes la relève. Et c'est terminé. Si chaque enseignant est conscient que vous êtes la relève de demain, c'est la meilleure motivation. Peut-être qu'il dirige, peut-être qu'il dirige, je suis là, peut-être 2h du matin, ça ne vient pas. Ok, parfait. Passer l'assistanat dans ce est-ce qu'ils devront, par exemple, passer l'internat, sachant qu'on est maintenant en 8e année, est-ce qu'on devrait passer l'internat pour faire tout ce parcours, ou bien est-ce qu'on aura une opportunité pour bénéficier de l'assistanat? Un résident, il aura la possibilité de passer à l'enseignement, mais moyennant une sélection très sévère. Parce qu'on a des modules, dès le départ avec des modules, il y a des modules de pédagogie, de recherche, qui est énorme, ils sont établis déjà, on arrive à des G12, d'ailleurs, mais qui a la possibilité, d'ailleurs, là, qui a fait ce que j'avais dit, qui a pointé pour l'étude dans les deux sens. Un interne peut passer vers la Rizana et l'autre peut passer, mais moyennant
des sélections qui sont très rigoureuses, qui dénoncent, je ne sais pas vraiment détailler, les normes de communication. Oui. Bonjour Monsieur Le Goyer, s'il vous plaît, je suis étudiante en 8e année. J'ai réussi mes cliniques, je suis en cours de soutenance, Inch'Allah. J'aimerais savoir, est-ce qu'on aura accès à la résidala comme tout le monde, ou il y aura une autre éventualité après la soutenance? Tant que vous n'avez pas soutenu votre thèse, la possibilité est toujours ouverte. Tant que vous n'avez pas soutenu votre thèse, il y a toujours la possibilité, mais moyennant le règlement que je vous ai dit doit changer de la loi de 1983. Il doit stipuler que l'ancien régime, il a la possibilité de passer, d'être reversé. Il ne faut pas que vous soutenez votre thèse. Une fois que vous êtes docteur en médecine, c'est fini. Là, je sais pas ce que c'est.